Bonsoir. Je suis très honoré d'être ici après M. Mélenchon. Cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du cabinet en stratégie augmentée Weave et de la compagnie de Falsbo, promoteur, développeur et gestionnaire immobilier. Très cher Monsieur Becbédé, votre nom a une résonance bien connue pour les gens cultivés, pour les gens à la fibre littéraire intense, pour les gens de la bonne société parisienne. Mais aussi, et ne les oublions pas car ils sont parfois les mêmes, pour les lecteurs assidus de Paris Match, Gala, Lui et tout ce genre de belles revues intellectuelles. À vrai dire, la semaine dernière, lorsque j'ai su que je devais présenter votre biographie ce soir, j'étais pour le moins angoissée, car à part votre réputation sulfureuse, je ne connaissais pas la réelle teneur de votre œuvre. Je me suis ainsi précipitée sur votre page Wikipédia afin d'esquisser les coups de pinceau manquants à la beauté virile, faut-il le préciser, de votre portrait. Mais, Monsieur Becbédé, je vous en prie, prêtez-vous à la petite mise en situation que je vous propose. Vous connaissez votre vie, je ne vais rien vous apprendre. Alors, adressons-nous à notre cher public. Un de vos métiers, c'est scénariste. Ainsi, ancrons-nous dans le contexte actuel et imaginons-vous au concours d'entrée de l'ESSEC en entretien de personnalité. Le principe est simple, vous avez quelques minutes pour nous raconter pourquoi vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Je sais que vous avez fait Sciences Po, nul n'est parfait, faites un effort. Ainsi donc. C'est pour de vrai ou c'est purement rhétorique? Je vais faire les questions et les réponses. Ah bon? Ok. Vous avez réussi les épreuves écrites, vous êtes admissible, et il vous faut maintenant passer l'oral. Vous entrez dans la salle accompagné d'une jolie admisseuse à laquelle vous avez eu le temps de tenir la jambe un petit moment. Non, ne fermez pas les yeux, ne vous projetez pas trop, c'est seulement une mise en situation. Face à un jury qui a déjà dû voir, entendre et subir tant de fois les mêmes candidats aux personnalités si similaires, vous décidez de vous démarquer en faisant preuve d'une originalité tout feu tout flamme. Vous voici ainsi arrivé devant votre jury, et vous, l'œil vif et l'esprit aiguisé, vous comprenez instantanément à qui vous avez affaire. À droite, une jeune et sec, plus Albertine que Régine, dont vous ne devriez faire qu'une bouchée. À gauche, une quinca moins avenante qui devrait vous donner plus de fil à retordre. Et au milieu, le plus coriace, le gros monsieur dont vous vous dites qu'il va peut-être comprendre le génie de celui qui vient d'entrer dans la salle. Première question du jury, rien d'affolant, on vous demande de vous présenter. Vous ne vous attardez pas trop sur le Neuilly des années 60 dans lequel vous êtes né, cajolé du regard par maman, traductrice de romans, et déjà influencé par le sourire goguenard et dragueur de papa chasseur de textes. Je parle là d'une époque bénie où votre mère disait « Frédéric, il est sur de bons rails. » En vérité, les bons rails sont venus un peu plus tard. Vous préférez au contraire montrer votre côté un peu sauvage qui a connu les établissements publics et leurs difficultés. Ainsi, après votre lycée à Louis-le-Grand, direction Sciences Po. Vous enchaînez avec le CELSA, cette école prestigieuse dans laquelle vous apprenez le métier de publicitaire. Là, devant le regard vitreux d'un jury qui a déjà vu passer 40 candidats de votre calibre, vous sortez le grand jeu. J'ai nommé le projet professionnel. Par rapport à tous ces admissibles que vous avez croisés tout à l'heure en cafette, vous vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment différent. Différent pourquoi, vous demande le jury, pas dupe. Différent car vous avez un projet pro sans vraiment en avoir un. C'est-à-dire, voyez-vous, messieurs et mesdames les jurés, je suis un homme ouvert, complet, accompli somme toute. En effet, vous dites, je suis d'abord écrivain. Vous notez un sursaut d'intérêt derrière les grosses lunettes rondes du gros monsieur. Et vous embrayez. À l'âge de 24 ans, vous publiez votre premier roman, Mémoire d'un jeune homme dérangé. C'est vrai que sur le coup, vous dites que le titre n'était pas forcément très adapté à l'entretien de personnalité, mais bon. Lucide, la jeune essai vous demande. Donc, à 24 ans, vous écriviez déjà vos mémoires, par peur de les oublier après une soirée un peu trop arrosée ? Petit clin d'œil complice. Décidément, elle vous plaît bien, celle-là. Mais devant le regard outré des deux autres seniors du jury,
Vous vous redressez, reprenez un peu de contenance et annoncez d'une voix virile et assurée que grâce à ce livre, vous avez séduit les agences de pub. Vous savez que vous excellez dans l'art de trouver des slogans toujours plus osés, mais vous gardez les meilleurs au fond de votre tête, comme celui des soutiens-gorge Wonderbra qui disait « Regardez-moi dans les yeux. J'ai dit les yeux. » Bref, vous glissez au passage quelques données sur la taille du marché et le chiffre d'affaires de Publicis, ça fait toujours bien. Vient alors le tour de la vieille dame guindée et de sa voix nasillarde. Elle vous demande « Mais alors, monsieur Becbédé, à vous écouter, c'est vraiment votre truc, la pub. Un peu votre vie, non? C'est tellement votre truc qu'on se demande presque si toute votre vie n'est pas une immense pub. Bon, vous saviez qu'ils étaient taquins aux autres entiers de l'ESSEC, mais là, vous trouvez ça un peu limite et votre ego littéraire en prend clairement un coup. Vous décidez alors de rebondir sur ce thème pour montrer que vous n'êtes pas du tout un simple amateur. Vous préférez mettre en exergue votre prix Renaudot, votre prix Interallié, le prix de Flore que vous avez créé, et surtout, votre livre, 99 francs, qui vous a fait réellement connaître du grand public. C'est alors que se réveille le gros monsieur. Dites-moi, monsieur Becbédé, vous n'avez donc jamais connu aucun échec? Aucune frustration? Oh là, des frustrations, si ça avait... Non. Jamais, car rien ne vous résiste. Mais bon, passons, il risque de pas comprendre la blague, et puis c'est pas tellement l'esprit de l'entretien qu'on se le dise. D'un air un peu plus sérieux, vous racontez comment vous avez dû faire face aux critiques acerbes qui disaient à l'époque 99 francs? Ce bouquin ne vaut pas un sou. Mais c'était vraiment les très mauvaises langues. Là, vous hésitez à citer votre père qui dit toujours de vous. L'important chez Frédéric, ce ne sont pas ses livres, c'est son style. Mais bon, ça peut faire un peu pédant, ça serait dommage qu'il pense ça de vous. Passé cette question que vous redoutiez tant, mais qui finalement est tombée au bon moment, la jeune ESSEC vous demande dans quelles associations vous verriez bien. Les assos, vous les avez bien bossés. De prime abord, vous parlez des mardis de l'ESSEC pour rester en phase avec votre côté intellectuel et littéraire. Au passage, vous aimez à le dire, vous êtes un repenti, et vous ferez donc aussi un saut à la chapelle de la communauté chrétienne pour vous faire pardonner vos péchés. Et qu'à cela ne tienne, la chapelle est à côté du Foyz, c'est toujours sympa d'aller tirer une blonde après la confession. Satisfait d'avoir montré combien vous connaissiez bien l'ESSEC et ses associations, arrive la question fatidique. Monsieur Becbédé, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi vous levez-vous tous les matins? Chasseur ne manquant jamais sa proie, vous dégainez votre meilleure cartouche, celle, imparable, de l'engagement politique. Car oui, cher jury, je suis un homme sensible, qui défend les droits des hommes. Et avec ferveur, vous racontez comment, en 2013, alors qu'un projet de loi terrible visait à pénaliser les clients de prostituées, vous êtes à la tête d'affiche des 343 salauds, en référence aux 343 salopes de 1971 qui affirmaient avoir avorté. Là, la quinca déglutit mal, mais le gros monsieur imperturbable décide d'enchaîner sur la question classique, sur la prise de responsabilité et tout ce genre de sujets pouvant montrer votre crédibilité. Évidemment, vous avez tout prévu. Et cette histoire des 343 salauds vous permet de faire doucement le lien et de montrer qui se cache derrière le dandy germano-pratin, à savoir l'hétéro-connard que vous revendiquez être, dans lui, le magazine dont vous avez été le directeur de la rédaction. Vous sortez finalement un peu frustré de cet entretien qui n'a duré que 45 minutes et dans lequel vous pensez n'avoir pas pu entièrement expliquer qui vous étiez ni de quoi vos rêves étaient faits. Ce n'est pas grave, d'abord parce que la jolie admisseuse est toujours là à la sortie pour vous ramener en cafétéria, et puis surtout parce qu'il vous reste une soirée entière d'interviews avec Angèle et Martin pour nous en dire un peu plus sur vous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent débat. Frédéric Becbédé, bonsoir et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder les sujets de fond, vous disposez d'un bref droit de réponse à la présentation qui a été faite de vous par Agathe et Louis. C'était très bien, mais on ne dit pas le magazine que vous avez été le directeur de la rédaction. On dit « don ». À part ça, c'était très bien. En gros, quand même, peut-être je pourrais faire un tout petit reproche, c'est que Wikipédia, ça ne suffit pas comme enquête. Il aurait peut-être fallu ouvrir les livres. Mais c'est vrai que souvent, maintenant, on a tendance, et moi aussi, quand on doit préparer quelque chose sur quelqu'un, à regarder immédiatement Wikipédia. Il faut savoir que c'est fait un peu n'importe comment.
Et notamment, on retient des choses qui n'ont peut-être pas beaucoup d'importance, je crois. Mais enfin, bon, voilà. Après tout, ces choses, enfin, je veux dire, ces épisodes, les épisodes comme le manifeste des 343 salauds, ça me définit aussi. C'est-à-dire que ça, toutes les aspérités, la mauvaise réputation, et puis tout, oui, tout ça fait partie de moi, donc je l'assume complètement. Très bien. Vous êtes à la fois un auteur à succès, récompensé par le prix Interallié et le prix Renaudot, un amoureux des lettres, un défenseur sincère de la littérature et un mondain qui, du point de vue de la République des lettres, se compromet avec la télévision, le journalisme, la jet-set et la publicité. Bref, vous vous situez dans un entre-deux, et vous avez une posture paradoxale qui nous a vraiment intrigués. Vous êtes surtout connu par le grand public pour vos frasques. Pensez-vous que cette image reflète la réalité et comment vivez-vous cette réputation qui vous colle à la peau ? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Tout d'abord, le fait de faire beaucoup de métiers différents, pour moi, est totalement normal dans notre époque. La technologie le permet. D'ailleurs, dans les métiers, vous avez omis cinéaste. J'ai réalisé 2 longs métrages et écrit un 3e. En fait, ça c'est possible aujourd'hui assez facilement et on appelle ça des slashers aujourd'hui. Mais enfin, c'est juste des gens curieux qui ont envie de s'exprimer sur différents supports. J'aime écrire dans la presse, j'aime écrire des livres, écrire des scénarios. Bon, vous remarquerez que le verbe qui revient, c'est écrire. Donc pour moi, en fait, il y a toujours à l'origine de tous ces métiers un type tout seul devant une feuille blanche qui essaye de raconter une histoire. Quelquefois, ce sera en images, quelquefois, ce sera une chronique à la radio, un prompteur à la télé, mais ça revient toujours un peu au même exercice. Beaucoup d'artistes que j'aime se sont exprimés dans beaucoup de façons. Je pense à des gens comme Jean Cocteau, par exemple, qui a fait beaucoup plus de choses que moi, parce qu'en plus, il savait dessiner. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et je crois que c'est une manière de ne pas s'ennuyer. Peut-être aussi de redécrire le monde sous un angle différent. Le cinéma, moi, me permet de raconter quelquefois les mêmes histoires, mais d'une autre façon. Et je trouve que si on a la chance qu'on vous le propose, il faut dire oui. Vous avez dit d'autres choses. Ah oui, la réputation de fêtard, mondain, drogué, tout ça. En fait, j'ai tendance à... Je sais que c'est pas tout à fait vrai, que c'est un peu exagéré, mais ça l'a été à une époque. Et mes confrères, souvent, me disent « Mais tu as de la chance parce que tu as un personnage. » Et bon, à un moment, j'ai trouvé que c'était difficile. Enfin, j'avais l'impression que ça me limitait ou que ça pouvait même être un obstacle à la lecture de mon travail. Une lecture sereine et innocente n'est plus possible aujourd'hui. Quand on achète un de mes livres ou qu'on va voir un de mes films, c'est en s'imaginant que je suis comme ça. Et en même temps, c'est une chance, en fait, d'être devenu un personnage dans la tête des gens. Donc il faut pas il faut jouer avec ça. Il faut pas considérer que c'est grave. C'est plutôt un avantage. Tous les écrivains que j'aime étaient des personnages. Oscar Wilde a eu des problèmes beaucoup plus graves que moi. Alfred de Musset était un alcoolique, fêtard, romantique, autodestructeur. Scott Fitzgerald, toute sa vie, a été obligé d'expliquer qu'il n'était pas un mondain, personne ne le prenait au sérieux, etc., etc. Je ne prétends pas être ces personnes-là, mais je dis qu'en fait, nous ne lisons pas sans penser à l'auteur. Même quand on pense, si on lit Rabelais ou même si on lit Molière, on pense quand même, on est obligé de... Ou alors on n'aime pas la littérature, mais je veux dire, si on s'intéresse à la littérature, on s'intéresse à la biographie de l'auteur, et elle est importante dans notre manière de comprendre son travail, je crois. J'arrive pas à séparer quand je lis l'histoire qui est racontée et ce que je sais de l'auteur. D'une certaine façon, sans doute inconsciemment, j'ai voulu ressembler à des écrivains que j'aimais, qui avaient tendance à picoler.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu oui, à très votre bien. question. Vous nous avez parlé de votre personnage. Est-ce que cette posture vous est propre ou finalement elle est la marque de certains écrivains de votre génération qui, au XXIe siècle, doivent absolument se mettre en scène hors du champ littéraire, pour être lus et reconnus? Alors, en réalité, l'écrivain qui me fascine le plus, c'est celui qui s'est caché. C'est J.D. Salinger, l'auteur de La Trappe-Cœur, qui toute sa vie a refusé ce genre de situation. Jamais vous n'auriez vu Salinger donner un interview ou accepter une photo. Et donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Ce courage de l'absence, en réalité, est une forme de confiance en la littérature, de confiance absolue. C'est-à-dire que si on est véritablement un écrivain sûr de soi, seul le texte compte, tout le reste, c'est bidon. Et c'est effectivement une culpabilité que j'ai, parce que personnellement, je n'ai pas assez confiance en moi. Je suis trop sensible, trop fragile, et donc j'ai besoin d'expliquer ou peut-être de faire le mariole, parce que je n'ai peut-être pas encore assez cru dans ce que j'écrivais. Et c'est pour ça que toutes les récompenses, les critiques agréables et tout ça, ça tient chaud quand on a des doutes permanents. Et c'est très agréable. Et d'où mon plaisir d'être ici aussi ce soir. J'ai rien à vous vendre, je ne suis pas en promo, mais sans doute c'est une faiblesse de ma part. C'est pas que narcissique, c'est aussi, je me dis, mais voilà, je vais expliquer à la nouvelle génération des bébés requins qui gouverneront demain l'importance des livres, et en particulier des miens, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous disiez? Je sais. Est-ce que finalement c'est une posture de l'écrivain du XXIe siècle qui doit être... Oui, ça c'est intéressant. Je vous ai cité des exemples de gens qui étaient très controversés de leur vivant et qui étaient comme des stars. Victor Hugo, par exemple, Jean Cocteau a dit cette phrase que j'aime bien, il a dit « Victor Hugo était un fou qui se prenait pour Victor Hugo ». Et quand il est mort, il y a eu un enterrement gigantesque sur les Champs-Élysées avec des centaines de milliers de gens et tout. Donc, il y a toujours eu en fait des artistes qui jouaient avec les médias, leur époque. Ça ne date pas du XXIe siècle, pas du tout. Je crois que il y a l'art et il y a tout ce qu'il y a autour, et c'est pas forcément négatif. Les conséquences d'une œuvre d'art, que ce soit un film, un disque, un tableau, ce qui est autour est important, il me semble. Même Proust, qui a écrit dans Contre Sainte-Beuve qu'il fallait absolument dissocier l'auteur du narrateur et des personnages de fiction, même lui écrivait des lettres assez lèche-cul au patron du Figaro. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il pensait quand même lui aussi à la presse. Et voilà. Je pense que c'est un jeu, il ne faut pas prendre ça trop... Ce qui compte quand même, c'est le travail sur l'œuvre. Et à ce propos, y a-t-il des grands écrivains qui sont sortis d'ici? Il me semble que Philippe Solers n'a pas fait l'ESSEC. Je me demande. Hein? Oui? Philippe Solers? Je me trompe pas, ouais, voilà. Donc vous n'êtes pas foutu, hein, c'est ça que je veux dire. Dans un monde où de toute façon il n'y a pas de travail, probablement la plupart d'entre vous vont créer des entreprises, vous allez faire des startups et comme mon frère, je vous souhaite de devenir très riche. Mais par ailleurs, si jamais vous en avez marre d'aller au bureau, sachez que vous pouvez aussi vivre très bien en écrivant ou en faisant le clown. C'est possible. Il y a de l'espoir, il y a une lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup pour cet espoir que vous nous donnez. Juste pour revenir sur vos frasques qui finalement vous définissent un peu, puisque vous semblez plus être Sainte-Beuve que Proust. Donc il semblerait que ces frasques soient révélatrices d'une posture un peu plus philosophique peut-être par rapport à la réalité. Je pense quelque chose en termes de nihilisme ou de perte de sens qu'éprouvait votre génération. Je pense à la génération qui avait 18 ans au moment où Mitterrand a été élu en 81. L'une de vos anciennes camarades de Sciences Po, Ariane Chemin, a fait un bouquin sur votre
sur votre génération, la promo 86, et elle révèle que vis-à-vis de la politique, vous étiez vous étiez vraiment pas très convaincu, et vous portiez un regard finalement assez cynique sur l'engagement de vos camarades dans les syndicats, en politique. Est-ce que vous vous reconnaissiez dans cette désillusion? Déjà, est-ce qu'on peut parler vraiment de désillusion vis-à-vis de la réalité, de la politique? Et est-ce que vous vous reconnaissez dans cette désillusion qui peut-être était propre à Sciences Po ou générationnelle? C'est tout à fait exact, c'est-à-dire que la génération qui est arrivée à l'âge adulte dans les années 80 était un petit peu revenue de tout. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'échec de l'utopie communiste dans les pays de l'Est. Elle a vu aussi une désillusion avec le tournant de la rigueur de 1983. Et par conséquent, en fait, très vite, la dérision est devenue notre seule utopie, c'est-à-dire de ricaner en permanence, de faire des blagues et de dire que rien n'avait d'intérêt, rien ne servait à rien, que la politique était quelque chose de bidon et tout ça. Ça a duré peut-être jusqu'à il y a un mois. Ça a été une assez longue période. Je crois que là, on est maintenant à un tournant, mais qu'il y a eu une longue période d'immobilisme de nos dirigeants pour je ne sais quelle raison. Enfin, elle serait longue à expliquer. Sans doute, la chute du mur de Berlin. Et j'ai écrit un livre sur l'attentat du 11 septembre 2001 aussi, parce qu'il me semble que c'est également un symbole important. Les ruines du communisme ont été suivies par les ruines du capitalisme. Un nihilisme, mais un nihilisme non violent, a marqué ma génération. Vous savez ce que dit Macron sur nous, les quinquagénaires? Il dit qu'on est la génération Prince Charles. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais le pouvoir. On a grandi près du pouvoir, on aurait pu l'avoir, mais ceux d'avant étaient encore en place, la reine d'Angleterre, et ils étaient encore au pouvoir, ils ne nous ont pas laissé la place, et maintenant on est doublé par la génération de ce petit gars de 39 ans. Et pourtant, il a fait la même école que moi, l'IEP de Paris. Bon, après, il a fait l'ENA, d'accord. Vous avez passé ce concours, d'ailleurs? Non, je ne me suis pas réveillé le jour de l'examen. Mais je n'étais pas très, très motivé. Enfin bon, pour un type qui a raté 2 fois Normal Sup, être président de la République à 39 ans, je trouve ça très, très, très chic. Et donc, on est la génération du Prince Charles. Et nous, notre horizon, ça a été de faire la fête, déconner, plaisanter tout le temps, créer des clubs, des revues, et cultiver un certain cynisme, sans doute un cynisme qui était une forme d'impuissance. Et je ne suis pas fier de ça. Ah oui, je vois une photo de nombreux amis, tous vivants encore, heureusement. Sinon, je serais triste. Des amis du Cacas Club que vous avez fondé en 84 à Sciences Po. Oui, je peux vous donner les noms. Alors, en haut, c'est Étienne Comard, qui est devenu cinéaste, qui a réalisé un film sur Django Reinhardt cette année. Celui qui crie à gauche, c'est le patron des éditions Robert Laffont aujourd'hui, qui s'appelle Antoine Caro. Voilà, à droite, je reconnais Édouard Labouret. J'ai pas trop de nouvelles. François Claroux, au milieu, est musicien. Je crois qu'il produit de la musique. Il doit être patron d'une maison de disques, quelque chose comme ça. Donc tout le monde a un peu réussi. Ça, c'est important. Continuer à boire et à faire la fête, parce que c'est pas incompatible avec une forte réussite sociale. Enfin, vous le savez. À l'ESSEC, c'est ça qu'on apprend principalement. Pardon, excusez-moi, parce que je ne veux pas être agressif et j'ai peur qu'on le soit avec moi, donc je ne vais pas l'être avec vous. N'ayez aucune inquiétude. Donc vous avez fondé le Club des analphabètes cons mais attachants, donc le Cacas Club. C'était quoi finalement la visée de ce club que Ariane Chemin définit comme une assemblée postmoderne de fêtards nihilistes des beaux quartiers? C'est pas mal. C'était assez bien résumé. Écoutez, c'est pas tout à fait le contraire de ce qu'il doit y avoir ici, des associations d'étudiants un petit peu avinées et à vocation potache. On faisait des soirées déguisées. J'ai fait ça. Ce qui est bizarre, en fait, c'est que normalement, on fait ça quelques années. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans quand même. Et d'ailleurs, j'ai peut-être jamais vraiment arrêté. C'est-à-dire qu'il y avait une envie d'être 50% intellectuel dépravé et 50% alcoolique snob.
Et vous voyez, en arrivant, vous me parlez d'à peu près de ça. Donc, ça, c'est aussi... Alors là, pour le coup, un conseil. Peut-être qu'à un moment, il faut que vous vous arrêtiez. Enfin, vous pouvez continuer à faire la fête, mais peut-être un peu passer à autre chose. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, certains n'en sortent jamais de cette histoire. Mais c'est vraiment générationnel. Je crois qu'il y a un phénomène propre à la génération qui est née dans les années 60. C'était 20 ans après la guerre. Les parents avaient envie de s'amuser, de se libérer. Il y a eu mai 68. C'est cette libération à la fois sexuelle, libération de la condition féminine, libération de tout. Ensuite, à la fin des années, enfin au début des années 80, libération de la télévision, de la radio, création de Canal+ en 84, etc. Tout ça fait que ma génération a vu beaucoup les choses changer et du coup, peut-être n'a pas eu envie de se révolter. C'était à la fois confortable et en même temps je suis assez je suis assez désabusé sur tout ça. Je suis pas très fier de ma génération, à vrai dire. Vous avez donc cette image de révolté, mais aujourd'hui oui, de révolté qui change rien en fait. Mais c'est vrai que oui, pardon. Non, mais votre révolte aujourd'hui, à quoi se résume-t-elle? Puisque, par exemple, vous avez annoncé que vous quitteriez Paris à cause des particules fines pour vous installer à Guétari. Est-ce ça se révolter quand on a 50 balais au XXIe siècle? Ouais. C'est pas vraiment... J'ai jamais dit que c'était une révolte. Hein, c'est juste que c'est une démarche qui me semble naturelle, à vrai dire... oui, c'est peut-être la dernière utopie qui nous reste, c'est le retour à la terre, le retour à la nature, une vie simple, gagner moins d'argent et être plus heureux, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est intégré, je pense que oui, par votre génération, l'écologie, l'envie de fuir les lieux pollués, de ne pas être entassé dans des villes irrespirables. Il me semble que tout ça, vous l'avez compris, mais moi j'ai mis 50 ans à le comprendre, je suis un peu plus lent. Je pense aussi, là aussi, que la technologie permet de faire ça, ce qui n'était pas possible tellement il y a 10-15 ans. Il faut, pour pouvoir travailler à distance, qui sera mon cas, parce que je vais continuer pas mal d'activités quand même dans le journalisme et l'édition, le cinéma et tout. On ne pouvait pas tellement faire ça avant qu'il y ait des téléphones portables, Internet, tout ce qui permet le télétravail. À vrai dire, même quand je travaillais dans une agence de pub où j'étais obligé d'aller au bureau tous les jours, déjà à l'époque, je ne comprenais pas à quoi ça servait les bureaux. Très franchement, moi j'étais concepteur-rédacteur, il fallait que je trouve des idées. Oui, je tourne le dos à la moitié de la salle, je m'en aperçois un peu tard. Mais quand je devais trouver une idée, souvent je rentrais chez moi, travailler chez moi, et je ne voyais pas pourquoi des entreprises dépensaient des fortunes en loyer parfaitement inutiles. Et je ne sais pas très bien à quoi correspondent pourquoi les entreprises ont besoin d'avoir des locaux pour faire des réunions généralement inutiles, vaines, longues, fastidieuses, où de toute façon il n'y a qu'une personne qui décide. Soit je ne me positionnerai pas sur cette question, mais... Non, mais si, rebondissez si vous trouvez que j'ai... Parce que j'ai peut-être une vision de l'entreprise un peu démodée. Hein. J'ai quitté Young et Rubicam en l'an 2000 et je n'ai pas travaillé dans une entreprise depuis, enfin, sauf comme chroniqueur extérieur, si vous voulez. Ouais, enfin, diriger lui, c'était peut-être une entreprise quand même, mais... Oui, en fait, j'ai travaillé dans des entreprises, mais je ne m'en rendais pas compte, d'accord. Je n'ai pas encore travaillé en entreprise, donc je ne vous dirai rien là-dessus. Mais je voudrais rebondir justement sur, puisque ce n'est pas un élément de révolte de déménager à Guétari, donc dans le Pays Basque, à cause des particules fines, est-ce que c'en est un de revendiquer finalement le droit d'aller aux putes en signant le manifeste des 343 salauds ? Oui, ça c'est une histoire compliquée qui n'est pas très intéressante et qui a été un échec total, puisque la loi a été votée à l'unanimité, ce qui est d'ailleurs inquiétant. Il n'y a pas eu de débat sur cette loi. Il n'y a pas eu de débat sur le fait de condamner à des amendes des pauvres gens qui sont frustrés sexuellement. La question en fait de la misère sexuelle n'a pas été traitée à ce moment-là. Et on fait comme si tout le monde était épanoui. On fait semblant que toute la société est épanouie sexuellement et qu'il n'y a pas d'injustice
sur ce plan-là, et que tout le monde va pouvoir séduire quelqu'un qui lui plaît et voilà, et tomber amoureux et être heureux. Je crois que c'est très hypocrite. Toute cette affaire a été très hypocrite et a montré que, et pourtant, vous voyez sur la liste, il y avait des gens tout à fait honorables. Je vois à droite, notamment le chauve au milieu à droite, c'est Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Non, des gens ont, et Michel Houellebecq a soutenu aussi cette initiative. Voilà, l'idée qu'on va donner une amende à quelqu'un parce qu'il est seul, parce qu'il est malheureux, parce qu'il essaye peut-être de ne pas se suicider un soir en parlant avec quelqu'un. Et ce sont des adultes consentants, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a une morale bizarre d'interdire beaucoup de choses dans notre époque. Je ne sais pas si vous vous en apercevez. Ça a commencé avec la cigarette. En fait, ça a commencé la première fois que je me suis aperçu que on nous commençait à vouloir protéger les citoyens, c'était la ceinture de sécurité. Je ne sais plus quel âge j'avais, et puis il y avait beaucoup de campagnes à la télévision pour mettre sa ceinture. Tout le monde s'est mis à mettre sa ceinture. Maintenant, c'est à l'arrière. À l'époque, on s'en foutait à l'arrière. Et puis, voilà. Puis, de plus en plus, il y a cette ambition du gouvernement, un peu paternaliste, de protéger les citoyens contre leurs propres pulsions. Et jusqu'où ça ira, on ne sait pas. Vous le dites vous-même dans une chronique sur France Inter. Vous nous avez parlé justement là de misère. Et vous dites que c'est compliqué de se révolter quand on habite à Saint-Germain-des-Prés. Un bourgeois qui se révolte, c'est toujours ridicule. Cette révolte était-elle du coup légitime au regard de vos origines sociales ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est vrai qu'on m'a... En fait, très souvent, si je prends des positions provocatrices ou révoltées, j'ai l'impression d'être disqualifié par mon lieu de naissance. Je voudrais juste rappeler que je n'ai pas choisi mon lieu de naissance, et ni mon milieu social. Mais je comprends pourquoi. C'est vrai que c'est difficile de penser que quelqu'un qui a eu de la chance, qui a été dans un milieu privilégié, peut de temps en temps être, malgré cela, se sentir inconfortable sur de nombreux sujets ou insatisfait. Donc voilà, mais bon, il y a toujours. C'est vrai qu'aussi que ce qu'on appelle les bobos, moi, c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours péjoratif, mais moi j'aime bien l'origine de ce mot, bourgeois bohème. J'aime bien ça. Je pense que si les bourgeois avaient plus de culpabilité, le monde serait plus agréable. Et c'est assez sain quand on a été socialement favorisé d'analyser ça et de prendre des distances avec ça, plutôt que par exemple, mettre son argent dans un autre pays pour ne pas payer d'impôts. Donc finalement, entre un bourgeois qui se plaint des impôts et un bourgeois qui veut payer davantage d'impôts, j'ai tendance à préférer le second. Et justement, donc votre milieu social, votre famille, vous l'évoquez assez peu dans vos premiers livres, qui ont pourtant une inspiration autobiographique. Et c'est dans un roman français que vous avez publié donc en 2008 que vous parlez pour la première fois de votre famille et que vous vous placez dans une véritable perspective autobiographique. Qu'est-ce qui a conduit à cette évolution ? D'abord, un incident avec la maréchaussée du 8e arrondissement. Oui, mais ça, c'est dans le roman. C'est vraiment ça qui a... Disons que c'est un certain nombre d'excès qui m'ont conduit à une remise en question, qui est sans doute un passage obligé dans la vie de tout être humain. Soit ça vous arrive tôt, soit ça vous arrive tard, mais il y a un moment où il faut se regarder en face et si quelque chose ne va pas, entamer une analyse, en tout cas, oui, une autocritique, il me semble. Bon, il se trouve que, oui, là, moi, c'est arrivé vers l'âge de 40 ans, où j'ai commencé à vouloir raconter ma vraie histoire.
C'est-à-dire que je racontais beaucoup l'histoire d'un garnement des beaux quartiers qui s'encanaille et tout ça, et que j'ai eu envie aussi de dire, après tout, de raconter une enfance moins flamboyante, presque banale, dans la bourgeoisie de Neuilly et du 16e arrondissement. Et par extension, en racontant mon enfance, parler de ma génération, c'est-à-dire voilà, ce que je vous ai un peu expliqué juste avant, ce que ça faisait de naître 20 ans après la guerre. Moi, je suis né en 65, pile 20 ans après la libération des camps de concentration, si vous voulez. Donc ça contraste un peu. Et puis, quelle était l'ambiance de l'enfance dans les années 70, avec des parents, des grands-parents qui avaient vécu la guerre et des parents qui voulaient l'oublier et passer à autre chose. Et se projeter dans la société de consommation et se libérer, être débarrassé de toute contrainte. Et plus simplement, je pourrais dire qu'en fait, j'avais l'impression que l'histoire de ma génération n'avait pas été racontée et que j'avais besoin de le faire. Ça tombait bien, les deux en même temps. Oui, c'est une perspective qui revient assez souvent dans vos romans, enfin une posture. Dans la lignée des Confessions d'un enfant du siècle, il y a quelques jeux de mots dans vos titres de romans. C'est vraiment une posture que vous avez adoptée très, très fréquemment, alors que finalement, vous venez d'une famille, vous avez eu une enfance assez ordinaire. Je vous cite, « Ni violé, ni tabassé, ni abandonné à la DAS, je suis juste le deuxième fils d'un couple originaire du sud-ouest de la France. » Page 97 donc d'un roman français. Mais finalement, votre enfance, il me semble qu'elle a été marquée par le divorce de vos parents, par une histoire assez compliquée avec votre frère aîné. Est-ce que c'est ça qui a vraiment façonné les prises de position que vous avez eues dans la vie ensuite, notamment par rapport à votre frère ? Je ne sais pas si je pourrais m'allonger et parler de ma famille, mais l'avantage d'écrire un livre, c'est que ça évite d'avoir à le faire en public, justement, et qu'en plus, chaque virgule, chaque mot est contrôlé attentivement pour ne pas blesser des gens auxquels je tiens. Donc, je n'ai pas envie d'improviser là-dessus. En revanche, je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, doit passer par là. Et que si on ne le fait pas, c'est très bien, ça veut dire qu'on est heureux, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on est un imbécile heureux. Et c'est savoir qui on est, d'où on vient, est-ce qu'on a des racines, est-ce qu'on a un pays, est-ce qu'on a une éducation particulière, des traditions, à quoi ça correspond tout ça. Et j'ai trouvé que, je vous dis, pendant... Mon premier roman date de 90 et un roman français, c'est 18 ans plus tard. Donc j'ai quand même mis un certain temps à trouver intéressante ma vie, ma vraie vie. Et en revanche, la préface de Houellebecq sur l'édition de poche, il dit que la qualité de ce livre, c'est l'honnêteté. Et au fond... Je pensais qu'un écrivain, c'était un menteur, d'abord. Je pensais qu'il fallait exagérer les choses, être assez outrancier, parce que j'aime la satire, parce que je vous ai dit, j'aime la dérision, et je pense que c'est agréable de lire des livres marrants. Mais aussi, il est possible d'écrire une littérature qui soit sincère, qui soit entièrement modeste, pure, innocente, un peu, voilà. C'était ce livre-là, mais... Je ne renie pas le reste et je pense qu'aujourd'hui, j'ai tendance à aimer alterner entre la satire et la confession. Je pense que si je n'écrivais que des confessions, ça serait très ennuyeux pour tout le monde et surtout pour moi. Et en revanche, que des satires, c'est un peu... voilà, ce serait sans doute épuisant. Alors le va-et-vient entre les deux me plaît bien. Oui, pourtant, vous écrivez dans ce livre, page 234, « J'aimerais qu'on lise ce livre comme si c'était mon premier ». Donc finalement, quel rôle a joué la littérature dans la construction de votre identité ? Parce qu'il y a cette rupture effectivement très nette qu'on perçoit en tant que lecteur d'un point de vue stylistique dans vos différentes œuvres et qui arrive avec un roman français et qui ne se déploie pas forcément par la suite dans votre dernier livre. Je pense que moi j'écris chaque livre contre le précédent, je crois vraiment. C'est une démarche un peu puérile mais qui fonctionne. Et
je sais pas, un roman français, j'avais sans doute envie et besoin, et puis j'ai senti que je pouvais peut-être y arriver, de reconstituer mon enfance, en plus oubliée, parce que c'est aussi un livre sur l'amnésie. Je ne me souvenais pas de grand-chose, et donc il a fallu que j'enquête et que je reconstitue minutieusement les bribes de souvenirs que j'avais. Donc ça, c'est un... Voilà. Et ensuite, il y a eu d'autres livres qui étaient aussi contre celui-là. Je crois que c'est Morand qui dit qu'on écrit toujours pour corriger le livre précédent. Et c'est très possible. C'est très possible. Et bon, alors, si vous prenez par exemple, je me souviens, c'était avant votre naissance, mais quand L'amour dure 3 ans est sorti, on m'a dit à peu près la même chose. L'amour dure 3 ans, c'est un livre assez grave, assez tragique sur un jeune homme qui divorce, qui tombe de haut, en fait, qui est très déçu d'abord par lui-même et puis par le désamour, par l'usure du désir. Il se met à découvrir, alors qu'il aurait mieux fait de se renseigner un peu, mais à découvrir la difficulté de l'amour durable. Et c'était pourtant en 1997, hein, c'est-à-dire que c'était bien avant un roman français. Et déjà, ce livre-là avait surpris à l'époque. Ah tiens, dis donc, tu ne penses pas qu'au confetti, au champagne et aux putes et à la drogue. Donc c'est régulier chez moi, très régulièrement. J'ai l'impression que je surprends par ma sincérité, en fait. Et c'est peut-être, voilà, c'est bizarre. Vous surprenez, vous avez donc cette image d'iconoclaste également en rapport avec, ou plutôt en contradiction avec l'engagement politique, notamment de votre frère. Dans un entretien donné au journal des anciens élèves de Sciences Po en décembre dernier, vous dites que la politique n'a jamais changé grand-chose à votre vie. Pourtant, vous vous êtes engagé pendant la campagne de 2002 en tant que conseiller en images du communiste Robert Hue. N'est-ce pas un peu paradoxal ? Ça n'a pas été non plus un grand succès, donc peut-être que l'interview date du mois dernier, et ça c'était il y a 15 ans. Mais à l'époque, je venais de publier un livre très violent sur la publicité, qui s'appelle 99 francs, et le Parti communiste avait cité dans des actes officiels quelques paragraphes de ce roman, et j'étais tellement flatté que j'ai accepté de participer à des réunions de communication là-bas, place du Colonel Fabien, dans cet immeuble d'Oscar Niemeyer qui est très impressionnant. Donc c'est une expérience de plus qui est assez excitante et c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir d'avoir à réfléchir à comment expliquer, c'était d'ailleurs impossible, mais comment expliquer qu'on pouvait être communiste sans être stalinien, qu'on pouvait peut-être être communiste avec l'idée première de l'utopie de partager les richesses, mais ça n'a pas été entendu. En tout cas, oui, moi, je trouvais que c'était tout à fait sincère et possible de discuter, mais je me souviens que quand je prenais l'ascenseur dans l'immeuble du Parti communiste français, certains vieux militants me regardaient d'un sale œil. Ils ne comprenaient pas ce que je foutais là. Quel slogan vous avez trouvé à l'époque ? C'était « Aidons la gauche à rester de gauche ». Je pense que ce slogan reste d'actualité. Assez d'actualité. Oui. Et aujourd'hui, justement, que vous inspire la politique avec les dernières élections ? En fait, dans l'interview que vous citiez à Sciences Po, là, dire que la politique n'a jamais changé ma vie, c'est vrai, c'est assez malheureux, mais je ne vois pas énormément de changements. Je n'ai pas vu beaucoup d'évolution depuis 30 ans, et je pense que c'est l'explication du succès d'Emmanuel Macron. Là, il y a un véritable séisme, un vrai renouvellement qui va avoir lieu dans quelques jours. Ça sera la première fois de mon vivant qu'il va y avoir une tentative de ce genre. Auparavant, c'était un peu toujours les mêmes. Et j'avoue que je suis très... Ça, j'en ai parlé avec mon frère, puisqu'il soutenait François Fillon. Je lui disais, mais François Fillon était Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Comment penses-tu que ça peut marcher, même sans les affaires? Ça ne peut pas marcher. C'est la même personne qui a gouverné il y a 10 ans. Et les gens n'en pouvaient plus. C'était clair qu'il fallait absolument un changement.
dans tous les métiers, par ailleurs, moi, dans mon métier, si je me plante, je suis viré. Si je fais quelque chose qui ne marche pas, si je suis nul, je perds mon boulot très rapidement. Pourquoi est-ce que la politique devait être le seul métier où, quand on ne faisait rien, on restait en place? C'est quelque chose qui était très choquant. C'est assez simple à comprendre pourtant. Donc là, ça y est, ça va avoir lieu. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, mais en tout cas, je crois que la majorité des Français s'est dit, il y a un jeune type, essayons de le laisser travailler, on verra bien. Ça ne peut honnêtement pas être pire que ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années. Alors, on va rester sur le même sujet, mais avant de poursuivre donc, cet échange, c'est l'heure d'une parenthèse un petit peu moins sérieuse avec le traditionnel jeu des mardis. Le principe, c'est des questions simples qui vont appeler des réponses courtes. C'est parti. Vous avez dit récemment sur France Inter que Macron, c'est mieux qu'un rail de coke. Si vous deviez comparer chacune de ces personnalités politiques à une drogue, si Marine Le Pen était donc une drogue, elle serait le crack, la drogue des pauvres qui fait des ravages, l'héroïne, parce que Marine va tous nous sauver, le GHB, peut-être, préfère-t-on ne pas se souvenir de la personne pour laquelle on a voté? Ah oui, oui, c'est pas mal, parce que le GHB, j'ai jamais essayé, mais je crois qu'on a vraiment des trous noirs, quoi. On sort de son corps, paraît-il, et on se regarde vivre d'en haut. Et bref, ça me paraît quelqu'un qui peut-être aurait voté pour ça, en voyant le débat, ressentirait ça, sortirait de son corps et se dirait, mais j'ai vraiment voté pour cette poissonnière. Pardon. Je vais avoir après des trollers des terribles sur Internet. Et si François Fillon était une drogue, il serait l'ecstasy, la pilule qui a du mal à passer, l'absinthe, old school mais efficace, l'alcool des poètes maudits, ou la marijuana, un psychotrope qui finalement n'est pas franchement dangereux, beaucoup de fumée pour pas grand-chose? Non, je pense que Fillon, c'était plutôt une bonne bouteille de grand cru classique, grand cru classé, pardon, de Bordeaux, mais bouchonné. Vous voyez, c'était ça le truc. Et c'est assez terrible, toute cette histoire. C'est assez terrible pour lui, sa famille et tout, qu'il était conduit à traverser tout ça. Je trouve que ça me fait de la peine. Je trouve qu'aujourd'hui, avec le recul, on se dit que tout ça est absurde. Il fallait laisser tomber tout de suite et laisser Alain Juppé prendre le relais. Enfin, quand on regarde, c'est facile aussi aujourd'hui, évidemment, a posteriori, de juger les choses, mais ça paraît tellement évident que ça allait... c'était une impasse, quoi. Ensuite, si Jean-Luc Mélenchon était une drogue, l'opium du peuple, le hashish pour son côté cosmopolite et bon marché, les champignons hallucinogènes, car face aux hologrammes, la méfiance s'impose. J'aime bien la 3. J'aime bien le 3. Et aussi parce que c'est une drogue hallucinogène, donc c'est une drogue qui fait voir le monde autrement. Et je crois que ce qui est intéressant chez Jean-Luc Mélenchon, et il ne faut pas disqualifier sa démarche. C'est une démarche de quelqu'un qui est littéraire, qui est cultivé, et qui veut, comme Bernie Sanders aux États-Unis, qui veut vraiment qu'on arrête de regarder le monde tous de la même façon. Et je pense que ça, c'est très, très intéressant chez lui, même si on peut ne pas être d'accord avec ses positions de l'entre-deux tours. Je trouve quand même Mélenchon, c'est bien si c'est lui le premier opposant à Macron, parce qu'on a un vrai choix. Ensuite, nous passons à une autre question. Quel révolté êtes-vous? Camus, l'homme révolté face à l'absurdité d'une plage ensoleillée. Finkielkraut, parce que c'était mieux avant. Victor Hugo, l'homme de toutes les révolutions. Cyril Hanouna, parce que Baba en a marre du CSA. J'hésite entre Camus et Finkielkraut. Enfin, Victor Hugo aussi. Je prendrais Camus.
pour son humanisme angoissé, sa tentation en tout cas son envie de parler du suicide tout le temps sans le faire. Et effectivement, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit sur l'absurde, qu'est-ce qu'on fout là? C'est des questions éternelles. Je trouve que c'est objectivement un écrivain très important. Et il y a la plage, d'accord, dans l'étranger, mais il y a le bar en Hollande, dans La Chute. Ça, je dois dire, écrire tout un livre qui se passe uniquement à la première personne et qui est une confession d'un type dans un café. Ce livre-là, pour moi, c'est un livre très important, enfin, qui m'a beaucoup influencé. Et notamment l'écriture d'Au secours, pardon. C'est un livre où également, c'est une confession pendant tout le livre, dans une église. Et je dois dire que... Vous savez que La Chute, il voulait l'intituler autrement. Il voulait l'appeler « Un héros de notre temps ». Et je trouve que c'est un très beau titre. Pour rester dans la thématique du bar, si vous étiez un cocktail, vous seriez le gin tonic, toujours frais et dispo, la crise de la cinquantaine ne vous atteint pas, le Virgin Mojito, l'enfant terrible ne fait plus de vagues, un old fashion, une boisson de vrai bonhomme, ou bien un Cosmo pour révéler la part de féminité qui sommeille en vous? Question assez sexiste, hein, parce que je connais beaucoup de jeunes femmes qui boivent du gin tonic en grande quantité. Je ne dis pas ça à propos de ma femme, mais bref. Donc, le gin tonic. Oui. Le gin tonic a une vertu, c'est qu'il est frais et il défonce très rapidement. Très bien. Votre monument de Paris préféré? Chez Castel, le Café de Flore ou le 27 rue Saint-Guillaume? C'est amusant que vous me parliez de ça, parce que ce sont 3 endroits où j'ai passé beaucoup de temps. Et j'ai une vision de Paris assez restreinte aussi. Non, mais je dirais qu'en fait, je n'ai pas... Toute ma vie, j'ai refusé de choisir entre ces 3 endroits. Je pense qu'il faut la nuit. La nuit, parce que la lumière est plus jolie, que les gens sont plus libres et plus sincères, et qu'on a plus le temps. On a du temps. En fait, il n'y a pas de limite de temps, j'ai l'impression. C'est ça qui me plaît. Le Café de Flore, parce que c'est un endroit mythique d'écrivains, de discussions, de beuveries aussi, et que j'ai eu la chance d'y créer un prix qui existe toujours depuis 23 ans. Et enfin, l'IEP, parce que je n'ai pas réussi à rentrer à l'ESSEC, et du coup, j'ai dû aller dans une école de moindre niveau. Mais j'ai des bons souvenirs là-bas, aussi comme un lieu de débats, d'engueulades sur des sujets sérieux, et aussi un lieu de fête. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces 3 monuments. Je pense que je prendrai les 3. Si on a les 3, on a un peu un résumé de ma vie de patachon. Et en plus, ça me donne l'occasion d'annoncer que je vais faire un long métrage, le 3e, sur Sciences Po, qui va être l'adaptation de Ricci, de Raphaël Baquet, qui racontait la vie de Richard Descoings, qui était un directeur d'école, de grande école, assez spectaculaire, je dois dire, qui a fait beaucoup de belles choses, et tout ça en s'amusant un peu trop. À propos de s'amuser un peu trop, en 2008, vous avez fait une garde à vue qui a été bien médiatisée. Quel livre auriez-vous aimé lire pendant ces 48 heures d'épreuve? Voyage au bout de la nuit, pour réveiller votre côté clubbeur. Le procès de Kafka, dans l'attente de votre comparution. En attendant Godot, votre avocat ne viendra pas cette fois. Alcool, de Guillaume Apollinaire, ça se passe de commentaires. Et La nausée de Sartre, plus dure sera la chute. Le problème en garde à vue, on voit que vous n'en avez pas fait, je vous félicite, c'est qu'il n'y a pas le droit à avoir un livre. Vous n'avez pas le droit d'avoir quoi que ce soit. Le but, c'est de vous torturer l'esprit, c'est de vous confronter à vous-même. Donc vous n'avez pas de journaux, pas de télé, pas de distraction, pas de téléphone portable, vous n'avez même pas de ceinture ni de lacets au cas où vous auriez envie de mettre fin à vos jours. Et je vous assure que dans cette situation-là, chaque heure est démultipliée. Le temps passe très très lentement. Et j'aurais adoré avoir n'importe lequel de ces chefs-d'œuvre. Malheureusement, je n'ai pas eu le droit à un livre. Alors,
si j'étais condamné à de la prison plus longtemps, là, j'aurais droit à avoir un livre. Et je choisirais le plus long, donc Le Voyage au bout de la nuit. J'ai lu ces 5 livres, mais je relirais volontiers Le Voyage au bout de la nuit en prison. Ça serait très bien. Ouais. Vous avez obtenu le prix Renaudot et le prix Interallié pour 2 de vos romans. Quelle est la prochaine étape ? Le Lion de Cannes, qui récompense donc les meilleurs films de publicité de l'année. Donc pour la publicité réalisée par Octave dans votre premier grand succès, 99 francs. Un Ours d'or pour L'Idéal, votre dernier film. Une Légion d'honneur, comme votre frère. L'Académie française, l'habit vert qui attirerait le dandy que vous êtes. Alors, le Lion à Cannes, j'en ai déjà eu à l'époque où j'étais rédacteur dans la pub, donc ça c'est déjà fait. Je dirais, l'Académie devient assez fréquentable parce qu'il y a des gens bien, hein. Il y a quand même des... C'était pas le cas autrefois, mais maintenant il y a pas mal d'écrivains sympas, d'écrivains qui ont de l'humour. Ça devient comme un club assez tentant. Bon, mais le problème, c'est qu'on ne décide pas d'entrer à l'Académie, c'est eux qui vous élisent. Merci beaucoup de vous être prêté à ce petit jeu. Donc nous allons reprendre sur quelque chose de plus sérieux. Vous aviez choisi... J'aime bien votre façon d'animer. Je trouve que, vous voyez, j'ai animé des émissions autrefois, et je trouve qu'on manque de ce classicisme. Vous voyez, vous avez montré une photo d'Hanouna. Je m'attendais à ce que vous mettiez des pattes dans le slip ou des trucs comme ça. Et finalement, je trouve que c'est assez bien d'animer sérieusement. Merci beaucoup. Après cet intermède, nous allons donc maintenant revenir aux questions. Non mais, oui, mais c'est bien. Ça, je pense que, vous voyez, c'est très dans l'époque de Macron, ce truc-là. On revient au... Excusez-moi de vous couper, mais on avait dit qu'on serait gentil avec vous, donc soyez gentil aussi. Je suis pas du tout agressif, là. Non, je plaisante. Pas du tout. Je ne prends pas la mouche. Mais je ne suis même pas ironique. Je pense sincèrement que ce serait bien si vous voyez, si à la télévision, au lieu de tout le temps en train de faire du bruit et tout, il y avait un type qui disait bonsoir, et après ces intermèdes publicitaires, nous allons à présent poser une question à notre invité, comme c'était un peu au moment où la télé a été inventée, quoi. Mais c'est non, mais ça, j'ai l'air de me moquer de vous, et c'est pas le cas. Je vous assure qu'il y a une chose qui... Voilà ce que je ressens sur... J'ai mal réussi à le dire tout à l'heure. Ce que je ressens, en fait, sur Macron. D'abord, c'est un énorme coup de vieux pour moi et les gens de mon âge. Nous n'avons pas réussi à prendre le pouvoir et des petits gars nous le volent sous notre nez. Voilà. Et avec talent. Et sans être inculte, en plus. On ne peut même pas reprocher à cet homme et à son entourage d'être non littéraire, non philosophique. Même cet argument-là ne marche pas. Et donc, je crois que c'est dû à un retour à la pureté, à une envie de naïveté, de pureté. C'est en ça que votre manière d'animer me plaît bien. Et aussi, une chose que j'ai ressentie, mais peut-être je garde pour moi, mais non, c'est en fait, quand je l'ai rencontré, parce que je l'ai rencontré une fois, j'ai demandé qu'est-ce que ça avait été, si c'était pas dur ce débat avec la poissonnière qui l'injuriait pendant 2 heures. Il m'a dit non, ce qui était beaucoup plus dur, c'était le débat où on était debout, parce que j'avais mal aux jambes et j'étais fatigué et tout ça. Et je trouve que c'est, en fait, on a l'impression qu'il répond sincèrement, calmement, sans langue de bois, mais c'était peut-être une réponse qu'il avait calculée. L'autre chose que je voudrais dire, tous les commentateurs se sont plantés tout le temps dans cette affaire, et notamment après l'élection, après que Macron soit devenu président, il y a eu, à l'unanimité, tout le monde a dit il n'y aura pas d'état de grâce. De mon vivant, j'ai 51 ans, je n'ai jamais vu un tel état de grâce. C'est un état de grâce qui n'est pas seulement en France, qui est mondial, et ça fait du bien, en fait. Ça veut dire... c'était possible, tout est possible. Il faut bouger notre cul, il faut se bouger. Et
Voilà. Donc c'est pour ça que je suis comme tout le monde, un petit peu hypnotisé par cette période. Oui, pardon. Non, mais on se réveillera un jour, je suis sûr. Il y aura certainement un moment où tout le monde redescendra sur Terre, surtout lui, comme Thomas Pesquet. Chaque fois que je parle, l'intervieweuse bâille. Vous avez remarqué? Est-ce que vous avez noté ce petit phénomène? Au début, je me disais, c'est sympathique, c'est mignon, elle est blessée. Je préférais me concentrer sur lui. Et là, il va falloir justement, arrêter de... concentrons-nous Non, parce un qu'en peu. plus, elle est très courtoise, très polie, bien élevée. Elle réprime son bâillement. Ça ne se verra pas. Mademoiselle... Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez fait Sciences Po, vous avez choisi la section service public, qui est l'antichambre de l'ENA. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cette section finalement, puisque vous étiez si cynique vis-à-vis de l'engagement politique, l'engagement syndical, pour ensuite bifurquer vers la publicité? Ah oui, mais c'était un accident, ça, en fait, qui a duré 10 ans quand même. Et quand j'ai publié mon premier roman, vous l'avez expliqué tout à l'heure, en fait, c'est la réalité. J'ai publié un livre très jeune et il y a un publicitaire qui m'a appelé, qui m'a proposé du boulot, ce qui est une chose, même à l'époque, assez incroyable. Parce que, enfin, si, quand on sort de l'ESSEC, il y a des entreprises qui vous proposent du boulot, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé à la sortie de Mémoire d'un jeune homme dérangé. Étant donné que je voulais partir de chez moi, me marier, voilà, il fallait que je puisse payer un loyer, donc j'ai accepté ce travail. C'était pas plus réfléchi que ça. D'ailleurs, ça m'a rapidement déplu. Au tournant des années 2000, vous dénonciez dans 99 francs le mode de vie des créas, de la pub. Il semblerait que vous soyez rentré dans le rang en devenant directeur de la publication de Lui. Nous avons ouvert plusieurs numéros de Lui et les publicités représentent un tiers du magazine. Vous avez même intitulé une rubrique « La défonce du consommateur ». Est-ce que vous n'êtes pas en plein dans ce que vous dénonciez il y a quelques années dans 99 francs? Oui, alors d'abord j'ai démissionné, je ne travaille plus à Lui, mais ça ne m'empêche pas de l'avoir fait pendant 3 ans. Effectivement, c'était assez marrant quand j'allais à des rendez-vous avec des marques. Ils me regardaient un peu goguenard, notamment à la sortie du film L'Idéal, qui critique beaucoup ce monde, le monde de la consommation et aussi du mannequinat, de la mode, de l'industrie cosmétique et tout. J'ai toujours été un peu schizo, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que je pouvais faire des métiers et les dénoncer. Et que même le fait d'être à l'intérieur de ce système, me rendait plus informé que les autres et donc plus comme un espion capable de lancer des alertes ou de balancer en fait. J'ai une vision du romancier comme une balance, quelqu'un qui dit la vérité. Et je précise qu'évidemment c'était des formes d'autocritique, c'était toujours ma contradiction à moi que je voulais dénoncer. Et si je peux quand même élargir le truc, quand on dit oui, alors il a travaillé dans la pub, mais il profite de la pub, où il dirige lui, où il y a des jolis mannequins, et il dénonce les mannequins, tout le monde est comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société dont il est difficile de sortir, et voilà. Et cette contradiction-là, c'est un peu la contradiction de tout le monde. Je veux dire, je prends un exemple. Nous savons tous que les animaux sont très maltraités dans les abattoirs, mais nous ne sommes pas tous végétariens. C'est ce genre de contradiction qui est compliqué dans notre époque. Voilà. Une dernière question sur le thème de la pub. Lorsque vous avez relancé le magazine Lui, quelle était votre stratégie avec Jean-Yves Le Fur, puisque le tirage de Lui ne cesse de baisser actuellement et il devient même un trimestriel. Vous avez cédé votre place à Frédéric Tadei en mars dernier. Et finalement, que retenez-vous de ces années passées chez Lui? Et ne craignez-vous pas que la ligne éditoriale soit modifiée au profit d'un style plus policé? Je suis parti, donc évidemment, c'est parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec la nouvelle
le nouveau projet de trimestriel, effectivement. Ça, bon. Par ailleurs, moi, je me suis beaucoup amusé pendant les 3 années où j'ai fait ce journal. J'ai essayé qu'il soit à la fois intelligent et sexy. J'ai essayé que ce soit possible, que ce soit pas une contradiction. Et c'était d'ailleurs un retour aux origines, puisque le magazine, quand il a été créé par Daniel Philippaki, était très littéraire, avec des sujets politiques, avec des vraies enquêtes, tout en étant un magazine avec aussi des jolies femmes déshabillées. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais là, pour le coup, j'ai fait un peu de la langue de bois, c'est vrai, je reconnais. Mais je ne veux pas nuire à cette marque. C'est vraiment que des bons souvenirs. Et je pense d'ailleurs, en général, il faut mieux dans la vie ne garder que les bons souvenirs. Mais justement, pourquoi avoir voulu relancer lui, qui avait quand même connu une période un peu... comment dire bon, disons-le clairement, c'était un magazine pornographique jusqu'en 2007. À une époque. À une époque. Enfin, pourquoi ne pas avoir lancé... Vous avez lancé je vois que plusieurs vous êtes revues. assez bien informé sur cette époque. Il faut se documenter. Donc, pourquoi c'était... il me semble qu'il y avait moyen de faire une aventure, une de presse élégante et provoque et un peu libre, et qu'il y avait une place pour un mensuel de ce genre. Vous avez dit que les tirages baissaient. Il y a eu quand même un premier numéro qui est ici sur cette table, avec 350 000 exemplaires vendus, ce qui était un phénomène, un vrai gros phénomène. Et effectivement, après, ça dépend des couvertures. Quelquefois, il y a des mois où c'était mieux que d'autres. Mais... De toute façon, moi, j'ai fait beaucoup. Enfin, dans ma vie, j'ai souvent accepté des propositions par curiosité. Je trouve que pour savoir si ça va me plaire, je trouve, on l'a dit en commençant, si on a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses dans sa vie, pourquoi s'en priver? C'est merveilleux. J'ai rencontré énormément de gens passionnants, et pas seulement des jolies jeunes femmes. C'est à moi. Vous avez écrit et publié votre premier roman, Mémoire d'un jeune homme dérangé, en 1990. Vous n'aviez que 24 ans. Comment avez-vous décidé d'entrer en littérature, d'écrire ce livre et puis de le faire publier? J'ai toujours écrit depuis l'âge de 8 ans. Je tenais un journal et j'ai toujours aimé faire ça, essayer de noter ce qui m'arrive, de comprendre ce qui se passe autour de moi. C'est quelque chose comme une sorte de maladie, ça vous tombe dessus, et vous aimez prendre des notes. C'est une manière de ne pas vivre, c'est une manière d'être aussi un peu protégé en étant tout le temps, en contrôlant. Vous voyez, on ne contrôle pas la réalité ni l'existence, en revanche, on peut contrôler le récit qu'on en fait. C'est cette forme de handicap social voilà, que j'ai transformé en excentricité exubérante après, mais disons que ça m'est toujours arrivé. Donc 24 ans, ça paraît très jeune pour publier son premier roman, mais pour moi, qui ai commencé à 8 ans, c'était finalement très tard. Nous avons commencé ce débat en disant que vous étiez finalement entre deux mondes, c'est-à-dire entre un monde plutôt littéraire et le monde de la nuit. Et vous avez un positionnement assez spécifique dans le monde de la littérature. Comment arrivez-vous à jouer finalement sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois dans le monde littéraire, puisque vous avez été directeur d'édition chez Flammarion entre 2003 et 2008, vous êtes jury dans de nombreux prix littéraires, vous en avez même créé un, et à côté de ça, vous compromettez, enfin, du point de vue de la République des lettres en tout cas, avec la télévision, la publicité. Comment vous arrivez à mêler ces deux existences plutôt opposées? Oui, vous avez une conception de l'écrivain très flaubertienne. Vous pensez qu'un écrivain doit avoir une vie monastique, reclus dans une cabane, un peu comme J.D. Salinger. Je comprends je respecte cette vision de l'écrivain, mais il y a énormément d'écrivains que j'adore qui adoraient la nuit aussi. Et mon panthéon personnel n'est pas spécialement flaubertien, mais je dirais plutôt rabelaisien.
Quand j'avais votre âge, je lisais beaucoup des auteurs comme Antoine Blondin, comme Charles Bukowski, comme Scott Fitzgerald, comme Charles Baudelaire. Tous ces gens étaient d'affreux dépravés, d'une décadence absolue, et en même temps des écrivains que je révère, que je respecte sur le plan formel, vraiment, des stylistes. Peut-être qu'on écrit d'ailleurs assez fluide quand on a bu un petit peu d'alcool. Je déconseille la drogue pour écrire, mais en revanche, un peu de vin blanc ou de la bière, un alcool léger, permet une certaine fluidité de la phrase. Voilà, donc ça ne me semble pas contradictoire. On peut tout à fait être un écrivain respectable, un écrivain poétique, en aimant sortir le soir, il me semble. J'ai pas cité Françoise Sagan, j'ai cité que des garçons, mais Françoise Sagan, quel modèle de charme, de mélancolie, de douceur, de tendresse. Et Colette nous prouve qu'il est possible d'être stripteaseuse et génie littéraire. Donc il faut, je crois, que vous enleviez un peu vos œillères et que vous disiez un écrivain, c'est pas forcément un type ennuyeux qui est à sa table, même si de très grands écrivains avaient une grande discipline, comme Tolstoï, voilà. Mais bon, bref. Vous avez l'air de me trouver un peu vieux jeu, mais je précise que je postulais que cette vision est celle des cercles littéraires d'aujourd'hui, et notamment de l'institution littéraire dans son ensemble. Il n'est pas impossible que vous ayez raison, surtout auprès d'une certaine presse qui considère qu'un écrivain doit être, non pas sérieux, mais ennuyeux. Il y a effectivement des journaux qui, sans doute, ne feront jamais l'effort de me lire objectivement, à cause de cette image de noctambule. Oui, c'est possible. Ceux-là m'aimeront après ma mort, je pense. Vous nous donniez à l'instant des conseils d'écriture. Finalement, une petite bière pour écrire, ça permet toujours de délier la plume. Oui. Comment vous écrivez? Est-ce qu'il y a une évolution dans la manière dont vous écrivez entre votre premier roman, donc en 90, qui est une écriture plutôt mondaine, je dirais, ça sent un peu l'écriture de salon, si je puis dire, et votre dernière œuvre, donc autobiographique, un roman français, avant-dernière œuvre, pardon. L'évolution, c'est l'âge, mon cher, on vieillit, et donc en vieillissant, on devient peut-être un petit peu plus sage, un petit peu moins dissipé, et puis on prend un petit peu confiance, je ne sais pas. Je regarde cette photo absolument hideuse. Mais oui, voilà, c'était la tête que j'avais quand j'avais votre âge, vous voyez. C'était pas tellement mieux. Bref, et donc beaucoup d'écrivains que j'aime étaient meilleurs au début. J'espère, en ce qui me concerne, que c'est le contraire. J'espère prendre de la bouteille et du métier avec l'expérience. Par exemple, j'ai dû relire les premiers livres pour le livre de poche, pour les corriger, et j'ai trouvé que y avait une fraîcheur. Ça me rappelait des souvenirs, mais en même temps, je reconnais qu'il y a un petit peu trop de claquettes, un petit peu trop d'envie de formules, de jeux de mots, de choses comme ça, dont j'espère me débarrasser un jour. Mais vous ne pensez pas justement que c'est ça qui fait la richesse de ce style à ce moment précis de votre œuvre? Parce que vous mêlez quand même des références avec une certaine dextérité, des références à la fois à la culture populaire, à côté de... Vous citez Hugo, vous citez Pascal, l'instant d'après, vous citez Johnny Hallyday, c'est quand même assez donc vous aimez bien mes premiers romans? C'est ceux que je préfère, je pense. Ah d'accord, bon bah écoutez, tant mieux. Sans vouloir vous vexer. C'est très drôle, cette photo me fait marrer. C'était à l'ami Louis pour un entretien dans Lui. Et voilà. C'était assez rigolo. Soirée très arrosée. Nous approchons du terme de ce débat et nous prendrons les questions du public dans quelques instants. Tout à fait. Et il va y avoir un petit intermède? Un petit intermède de quel type? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Ah oui. Ah d'accord, il y a des commentaires en live. Fucking social network.
Alors, on ne peut pas contrôler l'existence, mais on peut contrôler le récit qu'on en fait. Ah oui, bah ça c'est juste une citation de ma personne. Quand Martinovitch, proustien jusqu'à la moelle, se fait traiter de flaubertien. Mais c'est pas contradictoire, Proust aussi s'est enfermé. Donc ça va, oui. Le classicisme de Martinovitch, adoubé, moqué par F. Becbédé ce soir. Maxime Fonsal. C'est un ami à vous? Oui. Oui, en quelque sorte. Oui. Non, je ne sais pas. Non, mais vous vouliez passer à la rubrique, une autre rubrique? Non, nous allions continuer sur la littérature. Tout à fait. À présent, nous allons continuer sur la littérature. Okay. Ça, merci. Tout à fait. C'était mon tour. Passons maintenant au volet de la littérature. Passons au volet contemporain, entre guillemets. Oui. Dans ces premiers bilans après l'Apocalypse, vous défendez ardemment le livre papier contre le livre numérique. Est-ce que c'est vraiment moderne comme position? Pas du tout. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je saluais Alain Finkielkraut, parce qu'il est comme moi très inquiet de la disparition de l'objet papier. On ne lit absolument pas de la même façon sur un écran. Et je combats le livre numérique. D'ailleurs, je pense que j'ai peut-être gagné. Ce combat, je l'ai entamé il y a quelques 10 ans. Et aujourd'hui, je ne connais personne qui lise sur un e-book ou sur un Kindle. Si, vous? Non, je voulais seulement dire qu'on trouve quand même une certaine partie de votre œuvre en PDF sur Internet. Ah oui. Peut-être n'avez-vous pas gagné ce combat. Non, j'ai pas gagné sur le piratage, mais en revanche sur la pratique. Je me souviens quand ça a été inventé, je voyais dans les avions pas mal d'hommes d'affaires avec des Kindle qui étaient très fiers. Et puis on a tellement, avec quelques-uns, tellement réussi à ringardiser ce produit que finalement maintenant c'est presque honteux. Et je crois qu'il est préférable de toucher du papier, de le sentir et d'avancer dans un récit, dans une œuvre. Il y a beaucoup de choses sensuelles avec le livre et c'est un objet précieux qui ne doit pas disparaître. Vous savez que Donald Trump se vante de n'avoir aucun livre, pas à la Maison-Blanche, mais à la Trump Tower. Il est fier de ça. Donc je préfère la version de notre président. Peut-être une dernière question de notre part, en tout cas. Nous avons assez peu parlé, nous n'avons pas du tout parlé de votre travail de réalisateur. Notamment, vous avez mis à l'écran, porté à l'écran certains de vos romans. Que pouvez-vous nous dire de cette expérience, finalement, de passer de l'écriture d'un roman à l'écriture d'un film? C'est comme traduire son roman en japonais. Si vous voulez, c'est un autre vocabulaire, une autre langue. Et la façon dont j'ai résolu la question, c'est de faire complètement autre chose. C'est-à-dire que L'amour dure 3 ans, le film, n'a pas grand-chose à voir avec le livre. Si on lit le livre et qu'on voit le film après, on peut même m'en vouloir un peu. Mais en même temps, je raconte une autre version de la même histoire avec les mêmes personnages. Et c'est pareil pour l'idéal par rapport à Au secours, pardon. Donc je dirais, c'est le danger quand on confie à un auteur le soin d'adapter lui-même son bouquin. C'est qu'il va sans doute se sentir très libre. Parce que j'en ai rien à foutre de l'auteur, c'est moi. Et je ne vais pas m'engueuler moi-même, vous voyez. Alors, je pense que souvent les cinéastes qui adaptent un livre, surtout d'un romancier vivant, ont un excès de respect que moi, j'ai absolument pas eu. Ça m'a pas gêné de changer la fin, de changer des tas de scènes, d'ajouter des tas de choses qui n'étaient pas dans les livres. Et ça m'a. Alors, pour vous répondre, je vois pas une grande différence entre écrire un roman et un film, mais si quand même, il faut penser en séquence, quoi. Il faut penser en décor, en moment. Il faut essayer de que chaque scène aille avec celle d'avant et celle d'après. Enfin bon, je dis n'importe quoi là. J'ai remarqué que quand j'écrivais un film, je fermais beaucoup les yeux pour imaginer l'écran. Voilà. Ce qui n'est pas le cas quand j'écris un roman. Quand j'écris un roman, j'ai tendance à avoir les yeux ouverts pour regarder ce qui se passe autour de moi et essayer de tout saisir. Et quand j'écris un film, je m'imagine dans une salle de cinéma et qu'est-ce qui se passe devant moi. Voilà. C'est l'heure du question du public. N'hésitez pas à vous manifester pour obtenir le micro.
Avant de poser votre question, n'oubliez pas de vous lever, de vous présenter et de poser une question claire et concise. Oui, ainsi cela pourra procéder d'une approche qui permettrait le fonctionnement idéal de cette réunion en vous remerciant. Non mais arrêtez, on n'est pas Je vous sur le assure que RTF. c'est- franchement, vous avez un boulevard, je vous assure, à la télé, ça marcherait ce duo, vraiment. Tu vois, tu reçois les gens comme ça et tout, c'est très très bien. Mais vraiment, pensez-y. Vous avez envie de vous lancer dans les affaires? Plutôt les Franchement, affaires que la télé, a priori. On serait pas là sinon. Oh, mais attendez, animateur télé, vous pouvez devenir très riche comme Arthur. Hein. Réfléchissez. Parce que c'est pas sûr qu'une start-up, ça se plante pas aussi. Pardon. Enfin, on en parlera après, mais honnêtement. Et puis, le concept de l'animatrice blessée à la jambe, c'est une bonne idée aussi. C'est original. Pardon, j'arrête. Bonjour monsieur, donc, je m'appelle Marguerite, je suis en première année à l'ESSEC et vous nous avez donné comme conseil donc, non seulement de continuer à boire et à sortir, mais c'est en école de commerce, ça va, Oui. mais du coup à ceux qui voudraient se lancer dans l'écriture ou qui aimeraient écrire, quels conseils donneriez-vous? De commencer tout de suite, de vous mettre au travail dès ce soir. Il n'y a pas de raison de reporter l'écriture. Si jamais vous ressentez ce besoin vraiment, il faut tout de suite s'y mettre. Je pense que tout le monde a quelque chose d'unique. En fait, il faut trouver votre voix, V-O-I-X. Il faut trouver la chose qui vous est arrivée à vous et à personne d'autre sur Terre. Et quelle est la manière parfaite, la seule manière de raconter cette chose. Voilà, je pense. Je suis un adepte de la phrase de Salinger, lis le livre que tu as envie de lire. Non, pardon, écris le livre que tu as envie de lire. Écris le livre que tu as envie de lire. Voilà mon conseil. C'est pas le mien, c'est celui de Jerry Salinger. Voilà. Bonsoir. J'avais une question en fait qui repart un peu sur ce que vous disiez au tout début, sur le personnage et un peu ce qu'on va dire là maintenant. Est-ce que vous pensez que le culte du personnage, le culte du statut, le culte du CV aussi qu'on a de par chez nous, ça pèse sur l'art français? Je crois pas, je pense que c'est même pire à l'étranger. Non, c'est parce qu'on vit dans une époque comme ça, d'images. Mais j'ai dit tout à l'heure que ça a toujours existé. C'est vrai que ça a toujours existé. Par exemple, le cinéma français, quand on voit qu'aujourd'hui qu'on s'enferme un peu dans certains stéréotypes, on n'a plus les Truffaut, on n'a plus les Godard, on a des comédies un peu qui s'enferment dans elles-mêmes. Est-ce qu'on n'a pas cette envie de paraître plus que de faire quelque chose, plutôt que de raconter des histoires, justement, ce que vous venez de dire? Je vous trouve très pessimiste parce que si vous comparez la nouvelle vague à ce qui se fait dans le cinéma actuel, il n'y a pas que des grosses comédies franchouillardes et populaires. Il y a Arnaud Desplechin, il y a Grave, qui est un premier film brillant. Il y a le film qui a été présenté à Cannes qui s'appelle Jeune femme. Le nom de la réalisatrice m'échappe, mais enfin qui a eu la Caméra d'Or, qui va sortir cet automne, qui est très... Enfin, il n'y a pas que des... C'est un peu... Vous êtes un peu Finkielkrautien sur le plan cinéphilique. Comme j'ai animé une émission de cinéma pendant 10 ans qui s'appelle Le Cercle, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de bons films, en fait. J'ai vu beaucoup de merde aussi, hein, mais il y a des bons films, y compris en France. Je pense par exemple à un film qui s'appelle 3 souvenirs de ma jeunesse, de Desplechin, qui pour moi est un véritable chef-d'œuvre sur justement cette phase de la vie. Enfin, c'est un peu plus jeune, mais c'est une sorte de teen movie, un télo avec des dialogues éblouissants et des jeunes comédiens vraiment beaux. Et enfin, c'est très très bien. Donc, je suis plus optimiste que vous. Eh bien, voici venue l'heure de clore ce débat. Mais c'est très bien ça. Vous l'avez bien fait. J'ai une question. Ah oui, encore. Attendez-moi. Voici donc venue l'heure de clore ce débat. Merci, Monsieur Becbédé, pour cet Ah, c'est échange. fini Non, j'ai une question. C'était ça, il n'y a que 2 questions. Ah non, il y en Attends. a. Si Il y a une quelqu'un en a troisième. encore. Bah, attends, il y a la fille en jaune. Voici donc venue l'heure de la fille en jaune. Notre rubrique finale, très populaire au sein de l'établissement. Oui, donc en fait, vous avez
vous avez publié votre premier roman à 24 ans. Et je me demandais, est-ce que vous saviez que ce que vous écriviez, c'était bon? Est-ce que vous aviez votre gueuloir ou un mentor ou quelque chose qui vous faisait vous dire ok, j'ai pas peur, je publie mon livre et voilà. Alors, d'abord, pardonnez-moi de vous expliquer la vie, mais c'est pas l'auteur qui publie son livre. Il faut qu'il y ait un éditeur qui le lise et qui ait envie de le publier. C'est pas un choix personnel. Oui, non, mais de présenter un éditeur. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance d'être publié si jeune. C'était Denis Tillinac, un écrivain qui avait repris les éditions de la Table Ronde, et j'avais envoyé un manuscrit, et puis il l'a pris, mais est-ce que j'avais confiance? Pas du tout. Est-ce que je savais que si c'était bon? Ben, je ne savais pas. J'espérais que c'était amusant, que c'était léger, qu'il y avait un ton un peu à la fois déjanté, un peu snobinard. Enfin, j'avais essayé de mettre dans ce livre tout ce que j'avais vu dans mes soirées d'étudiants, et aussi pas mal d'influences non digérées d'auteurs que je lisais. Donc il y a certains chapitres qui ressemblent beaucoup à du Bukowski et d'autres qui ressemblent à du Blondin. Enfin, j'espère. C'était en tout cas à l'époque, je pensais que c'était ça la littérature, que ça devait être doux, amer, triste et joyeux. Je le pense toujours d'ailleurs au fond. Comment, pardon? Vous avez travaillé combien de temps sur ce livre, sur ce... J'avais travaillé 20 ans. Ben, c'est une bonne... Combien de temps sur votre première œuvre? Ah, non, mais vous avez... Alors, ce que je vous avais entendu dire était bien, même si ce n'était pas ce que vous avez dit. Parce que, ayant commencé très tôt à écrire des petites choses, quand j'ai été publié, j'avais l'impression d'avoir travaillé très longtemps. C'est peut-être mon livre finalement qui m'a demandé le plus de boulot, le premier. Et donc oui, finalement, vous avez travaillé. L'autre chose, oui, un truc ça n'a pas d'intérêt pour vous, mais pour moi, ça m'amuse de le raconter, c'est que j'ai pas débuté avec ce livre. J'écrivais dans les journaux depuis un certain nombre d'années. En fait, j'ai commencé à écrire dans des journaux comme Globe, Glamour, Actuel. Je faisais des papiers sur les fêtes, sur les nuits. J'étais chroniqueur mondain, si vous voulez. Et puis, de fil en aiguille, je suis passé de la chronique mondaine à la rubrique littéraire. Ça n'était pas facile, parce que les gens ne me prenaient vraiment pas du tout au sérieux et pensaient que c'était absurde de mettre un chroniqueur mondain à la critique de livres. Mais enfin, j'ai quand même grenouillé et fini par arriver à écrire sur des livres dans des journaux assez sérieux. Et donc tout ça est arrivé avant mon premier roman. Donc en fait, j'avais cette passion. Je pense que c'est à un moment, on obtient ce qu'on cherche dans la vie. Je pense vraiment que c'est une question d'envie, de désir, de passion. Si c'est important pour vous, vous le ferez un jour. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Marion, dernière année à l'ESSEC. Mis à part les 2 œuvres un peu satiriques que vous avez fait sur la pub, qu'est-ce que vous conseilleriez, voire même les avertissements que vous donneriez pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la publicité? Ah oui, déjà de lire 99 francs, ça me paraît... Déjà fait. Il y a beaucoup de conseils dedans, je dis ça pour ça, parce qu'il y a un chapitre avec les 11 commandements du parfait créatif. Donc ça, genre arriver en retard aux réunions en s'excusant pas, ce genre de conseils, c'est important. Toujours demander 3 semaines de délai quand on vous demande une idée, alors que vous avez trouvé dans la minute qui suit. Hein, c'est important aussi. Ça crée une sorte de pression et une attente, donc c'est bien. Je me souviens plus de tout ce qu'il y a dans ce livre, mais il y a une chose qui n'y est pas, c'est de résister à... En fait, d'être têtu, je crois. Parce que la situation du publicitaire face à son client, c'est la même dans tous les autres métiers, en fait. Il s'agit de convaincre quelqu'un que vous savez mieux que lui ce qu'il faut faire. Et donc cette situation-là, je l'ai retrouvée souvent, par exemple à la télévision, quand je devais parler à des producteurs, ou au cinéma, quand je devais trouver de l'argent pour faire un film. J'étais dans des réunions qui ressemblent à des réunions de pub, où on a des gens à convaincre. Et dans ces cas-là, il faut être un peu obstiné. J'ai remarqué que ça paraît bête, mais quand on est têtu,
les gens respectent ça. Et si vous essayez de leur plaire en changeant tout et en faisant ce qu'ils vous demandent, ils vous prennent pour un charlot. Donc souvent, je crois qu'il faut tenir à son idée et ne pas changer d'avis, être un peu emmerdant. Peut-être qu'on va de temps en temps vous claquer la porte au nez ou vous virer. Mais au fond, à un moment, les gens sentent et respectent l'obstination. Cette fois-ci, je crois que c'est fini. En effet. Donc nous allons pouvoir. Merci beaucoup déjà pour cet échange qui a été très fructueux. Et je pense que nous allons pouvoir le poursuivre autour d'un cocktail et puis peut-être après au Foy's. Nous allons donc pouvoir procéder à présent à la boisson. Merci beaucoup. Merci.